Je travaille comme gardien dans un cimetière. C'est pas le pire métier qui soit, jusqu'à ce que vous découvriez que l'un de vos clients vient rendre visite à lui-même. Mon travail est de simple, rester assis dans une petite cabine à l'entrée, faire des rondes toutes les heures et veiller à ce que personne ne s'introduise dans le cimetière pendant la nuit. Les vandales, les adolescents, les satanistes, c'est le lot habituel, mais ces 6 derniers mois, il ne s'est rien passé de particulier. Le cimetière Oak Hill est ancien, calme, et la plupart des problèmes ont été réglés depuis longtemps. Tout a commencé il y a environ 3 mois, en mars. Je travaillais depuis seulement 2 mois. Je m'étais habitué au silence et au bruit du vent entre les pierres de tombales. Je travaillais 3 nuits de suite. Cette nuit-là, j'effectuais ma ronde habituelle vers 3 heures du matin. Le parcours est toujours le même. L'allée principale jusqu'à l'ancienne section, puis une boucle à travers les nouvelles parcelles et retour à la guérite. L'ancienne section est la plus éloignée et la plus sombre. Il y a des lampadaires, mais ils éclairent faiblement et la moitié des ampoules sont grillées. L'administration ne s'en soucie pas. Ils disent que les morts n'ont pas besoin de lumière. Je marche donc sur le sentier entre les rangées de vieilles dalles couvertes de mousse. La lampe de poche fait apparaître dans l'obscurité les noms et les dates. Et là, je remarque une silhouette. À une centaine de mètres de moi, près d'un grand monument en granit, quelqu'un est assis. Il est simplement assis par terre, adossé à la pierre. Ma première pensée est qu'un proche n'est pas parti avant la fermeture. Cela arrive. Les gens s'attardent sur les tombes, perdent la notion du temps, puis ne peuvent plus sortir parce que le portail est si fermé. J'ai dirigé ma lampe de poche vers lui. Le faisceau de lumière s'est posé sur le dos de l'homme vêtu d'un manteau sombre. Il ne bougeait pas. « Monsieur » ai-je crié. « Le cimetière était fermé. Vous devez vous diriger vers la sortie. » Aucune réaction. Il n'a même pas tourné la tête. Il était assis comme si je n'existais pas. Cela commençait à m'inquiéter. En général, les gens ont peur lorsqu'un gardien les interpelle dans l'obscurité avec une lampe. Je me suis approché, réduisant la distance. Après une vingtaine de pas, je me suis arrêté à nouveau. « Je vais venir vers vous, monsieur. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Sinon, vous devrez partir. » Et à nouveau, le silence. Seul le vent soufflait. J'ai fait encore quelques beaux et que pas. Et à ce moment-là, il a commencé à se dissoudre. Cela ne ressemblait pas à ce qu'on voit dans les films. Pas de flash ni de fumée. La silhouette est simplement devenue transparente, comme si ma vue avait flotté. Les bords de son manteau se sont estompés, se sont confondus avec l'obscurité derrière lui, et en une seconde, il n'y avait plus rien à sa place, à part une pierre tombale. Je suis resté là pendant 1 minute, je crois. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé que j'étais fatigué, que mes yeux me jouaient des tours. La nuit, dans un endroit pareil, on peut voir toutes sortes de choses. Je me suis approché de l'endroit. Le sol était froid et légèrement humide. Aucune trace indiquait que quelqu'un était assis là. J'ai éclairé la pierre tombale. Une simple sculpture en granit avec un nom gravé, Arthur Coleman. En dessous, ses dates de naissance et de décès. Il était mort 3 ans auparavant. Cette nuit-là, j'ai mis cela sur le compte de la fatigue. Dans le registre, j'ai noté. J'ai vérifié l'ancienne section. Tout est en ordre. Que pouvais-je écrire d'autre? J'ai vu un fantôme, il a disparu. On m'aurait envoyé chez un psychiatre le jour même. Ma prochaine garde était 3 jours plus tard. La nuit s'est déroulée tranquillement. La suivante aussi. J'avais presque oublié cet incident. Mais cela s'est reproduit. Nouvelle ronde vers 3 heures du matin. Nouvelle section. Et lui, assis au même endroit, près de la même tombe. Cette fois, je n'ai pas crié. Je me suis simplement arrêté et je l'ai observé. Sa silhouette était nette, pas floue. Un homme d'environ 45 ans, vêtu du même manteau sombre.
Il était assis immobile, la tête baissée. J'ai décidé de vérifier l'heure. J'ai sorti mon téléphone. Il était 3h33. J'ai mémorisé l'heure. Je suis resté debout à le regarder pendant 5 minutes. Il ne bougeait pas. J'ai essayé de m'approcher, mais de l'autre côté, en passant entre les rangées de deux tombes, pour arriver par le côté. J'avançais très lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. Mais dès que j'ai franchi la ligne invisible, à environ 50 mètres de lui, il a recommencé à disparaître. Tout aussi doucement, sans agitation. Il s'est simplement évaporé dans l'air nocturne. Après cet incident, j'ai compris que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Cela se passait réellement. Et cela se passait toujours à la même heure. À chaque fois que je faisais ma ronde, à 3h30 du matin, je le voyais. À 3h33 précises, il apparaissait près de la tombe d'Arthur Coleman et s'asseyait là. J'ai commencé à me préparer pour ces rencontres. J'ai apporté de chez moi une bonne paire de jumelles. Désormais, je ne me rendais plus dans l'ancienne section, mais je montais sur une petite colline d'où l'on voyait bien. La tombe se trouvait à environ 200 mètres, mais les jumelles me permettaient de tout distinguer. Et voici ma prochaine garde. Je suis assis sur la colline, regardant à travers les jumelles l'espace vide près de la tombe. À 3h33 précises, il apparaît. Il ne vient pas de quelque part, il apparaît simplement sur place. D'abord, l'air semble se densifier, puis sa silhouette se forme à partir de cette densification. Il s'assoit et reste immobile. À l'aide de mes jumelles, je pouvais distinguer son visage. Il était ordinaire, sans aucun détail effrayant. Juste très triste et fatigué. Il avait les cheveux courts et foncés, rasés de près. Si je l'avais croisé dans la rue en plein jour, je ne l'aurais même pas remarqué. J'ai commencé à rechercher des informations sur Arthur Coleman. Les archives du cimetière ne contenaient que des informations de base. Date de naissance, date de décès, numéro de la concession, cause du décès, accident de voiture, décédé sur place, enterré par son épouse, Emily Coleman. Rien d'inhabituel. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé quelques anciennes coupures de presse sur cet accident. Collision frontale sur une route de campagne. Le deuxième conducteur a survécu. Arthur Coleman, 42 ans, est décédé avant l'arrivée des secours. Il y avait une photo de lui provenant d'une brochure d'entreprise. Oui, c'était bien l'homme que je voyais chaque nuit. Mes nuits sont devenues un rituel. Je faisais mes rondes tôt ou tard, et à 3h30, je m'asseyais sur la colline avec des jumelles. Je l'observais. Il ne faisait jamais rien. Il restait simplement assis. Parfois, très rarement, il levait la tête et regardait le ciel. J'ai essayé différentes choses. J'ai essayé de crier depuis la colline, mais aucune réaction. J'ai essayé de l'éclairer avec une lampe puissante, mais le faisceau le traversait sans se refléter. Il était là, mais en même temps, c'était comme s'il n'était pas là. Cela ne m'effrayait pas au sens habituel du terme. Je n'avais pas envie de m'enfuir en criant. C'était un autre sentiment, une inquiétude lancinante et froide. Je suis devenu obsédé par cela. Pendant la journée, je ne pouvais pas dormir correctement. Je pensais à lui tout le temps. Pourquoi était-il là? Pourquoi venait-il sur sa propre tombe? Et pourquoi à ce moment précis? J'ai vérifié s'il apparaissait les nuits où je ne travaillais pas. Je venais en voiture, je la laissais sur le bord de la route et je me frayais un chemin jusqu'à mon poste d'observation. Oui, il était là, chaque nuit, à 3h33 précises. Un jour, j'ai décidé de réessayer de m'approcher. Peut-être que si j'y allais très, très lentement, quelque chose changerait. J'ai commencé mon chemin depuis la colline, bien avant son arrivée. Je me suis approché aussi près que possible et me suis caché derrière la grande croix de la tombe voisine. Il n'y avait pas plus de 30 pas jusqu'à la plaque d'Arthur Coleman. J'étais allongé sur le sol froid et j'attendais. 3h33. L'air a tremblé
et il est apparu. Je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Je pouvais distinguer les plis de son manteau, la façon dont le vent agitait ses cheveux, même s'il ne semblait pas y avoir de vent. Il s'assit, comme d'habitude. Je restai allongé, sans respirer. Je ne voulais pas qu'il disparaisse. Je voulais comprendre. Je suis resté allongé pendant 10 minutes à le regarder. Puis je me suis décidé. Lentement, très lentement, je me suis levé. Il n'a pas réagi. J'ai fait un pas, puis un autre. Il restait immobile. Je me suis approché encore plus près. Il ne restait plus que 10 mètres. J'aurais déjà pu lui parler à voix basse. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il devait l'entendre. J'ai fait un pas de plus, et à ce moment-là, il a levé la tête, lentement. Il ne m'a pas regardé, mais quelque part à travers moi. Puis sa silhouette a commencé à s'estomper. Mais cette fois, juste avant de disparaître complètement, il a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était vide, ni méchant, ni gentil, ni triste. Juste vide, comme celui d'un mannequin. Puis il a disparu. Je suis resté seul au milieu des tombes. Mes oreilles bourdonnaient. Pour la première fois, j'ai ressenti une véritable peur animale, car jusqu'à ce moment-là, il n'était qu'un phénomène, une partie du paysage. Mais maintenant, il savait que j'étais là. Il m'avait vu. Les quelques cas suivants, je ne me suis pas approché. Je suis retourné sur ma colline. Mais quelque chose avait changé. Maintenant, lorsqu'il apparaissait, il ne restait pas simplement assis, la tête baissée. Parfois, il la tournait dans ma direction. Il ne regardait pas directement, il la tournait simplement. Comme s'il savait que j'étais là, sur la colline, avec mes 2 jumelles, et qu'il me le faisait comprendre. Cela a duré plusieurs semaines. Je commençais déjà à penser que ce serait toujours ainsi. Moi, lui et ses rondes nocturnes. J'avais même trouvé une sorte de paix étrange et perverse dans tout cela. Mais un soir, à la fin du mois de mai, tout a de nouveau changé. Le temps était mauvais. Il pleuvait et il y avait un vent violent. J'étais assis dans ma cabine, observant l'ancienne section à travers la caméra de surveillance. La qualité était mauvaise, mais je l'avais installée de manière à voir la tombe, juste pour voir s'il y avait une tache sombre ou non. 3h33. La tache est apparue. Il était venu même par un temps pareil. J'étais assis, buvant mon thé et regardant l'écran. Soudain, la radio sur mon bureau a sifflé. C'était étrange, car il n'y avait personne sur ma fréquence. Il n'y avait que moi et le répartiteur, mais il était resté silencieux toute la nuit. Le sifflement s'est arrêté et une voix s'est fait entendre dans le haut-parleur. Elle était faible, déformée par des interférences, mais distincte. Alex. Je me suis figé, ma tasse à la main. C'était mon nom. Personne d'autre que le répartiteur ne pouvait m'appeler par radio. « Mais répartiteur, c'est vous ?» demandai-je dans le micro, même si je savais que ce n'était pas lui. En réponse, il y eut à nouveau un sifflement. Puis la même voix, un peu plus claire, « Ne vous approchez pas. Pas aujourd'hui. » Je jetai un coup d'œil à l'écran. La silhouette près de la tombe était immobile. « Qui est-ce » demandai-je. Ma propre voix résonnait dans le silence. « Écoutez-moi » répondit la voix dans la radio. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Il est toujours compté. » Je restais silencieux, agrippé à la radio. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était certainement un plaisantin qui s'amusait avec un scanner. Mais la voix, elle avait quelque chose de mort. « Je sais ce que vous regardez, » continua-t-il. « Chaque nuit. Je ne voulais pas cela. Je viens simplement ici. C'est le seul endroit où je peux me souvenir. » Se souvenir de quoi ? Parvins-je à articuler. Tout. Ma maison, mon chien, ma femme, ma fille. Ici, tout est encore avec moi. Quand je pars d'ici, il n'y a plus rien. Je ne savais pas quoi dire. Je regardais la silhouette floue sur l'écran et écoutais cette voix dans la radio. « Pourquoi me parlez-vous » demandai-je.
J'ai besoin de votre aide, Alex. Personne d'autre ne peut m'aider. Seulement vous. Vous êtes ici. Vous voyez? Quelle aide? Que dois-je faire? » Il y eut un long silence. Seuls les grésillements de la radio se faisaient entendre. Je pensais que la communication avait été coupée. Mais il reprit la parole, et ses mots me glacèrent le sang. « Ma fille, dit-il, elle s'appelle Sarah. Elle est en danger. Et ma femme, elle ne me croit pas. Vous devez aller les voir, vous devez lui dire. » Lui dire quoi? Que son père décédé me parle à travers une radio? On va m'envoyer à l'asile. Parlez-lui du pendentif en argent, en forme de croissant de lune. Je le lui ai offert pour ses 16 ans. Dites-lui qu'elle doit le porter. Toujours, il la protégera. Je restais silencieux. Ce n'était plus simplement un fantôme nocturne. C'était quelque chose qui s'immisçait dans ma vie. « Pourquoi moi ?» demandai-je enfin. « Parce qu'il viendra bientôt la chercher, tout comme il est venu me chercher. » « Qui est-il » La voix ne répondit pas. La radio grésilla plus fort et, à travers les interférences, j'entendis un mot qui ressemblait à un fragment de phrase ou à un nom. Cela ressemblait à « chauffeur » ou quelque chose de ce genre. Puis la communication fut coupée. Je regardai l'écran. La silhouette près de la tombe avait disparu. Il était 3h49. Je restai assis dans ma cabine jusqu'au matin, sans bouger. La pluie tambourinait sur le toit. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je compris que j'étais impliqué dans une affaire dont je ne pourrais pas me sortir facilement. J'avais des informations que je n'aurais pas dû avoir et une demande d'une personne qui n'existait pas. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de tout cela. Mais je savais une chose. La nuit suivante, je devais lui parler à nouveau. Seulement cette fois, je devais être prêt à poser les bonnes questions. La nuit qui a suivi cette conversation radio a été la plus longue de ma vie. Je ne suis pas sorti de la cabine avant l'aube. Je suis resté assis à regarder l'écran vide où apparaissait auparavant la silhouette d'Arthur. La pluie avait cessé et, dans la brume matinale, le cimetière semblait particulièrement étrange. Le mot « chauffeur » était coincé dans ma tête comme une épine. Il était flou, déformé par les interférences, mais j'étais sûr de l'avoir entendu. Chauffeur, conducteur. Il s'agissait du deuxième participant à l'accident. Lorsque mon service a pris fin, je suis rentré chez moi, complètement abattu. Je ne pouvais pas dormir. Les pensées tournaient mal dans ma tête, ne me laissant aucun répit. La demande d'un défunt, cela ressemble à un délire. Mais les détails, un pendentif en argent en forme de croissant de lune, un cadeau pour ses 16 ans. C'était trop précis pour être le fruit de mon imagination. Je ne pouvais pas simplement ignorer cela. S'il y avait une chance sur 1 million que ce soit vrai et qu'une jeune femme nommée Sarah était en danger, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai d'abord allumé mon ordinateur. Je devais les trouver, Emily et Sarah Coleman. Je vis dans une ville qui n'était pas très grande. Cela ne devait donc pas être une tâche impossible. J'ai commencé par une simple recherche sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé plusieurs profils d'Emily Coleman. L'un d'eux correspondait, une femme d'environ 45 ans, avec de nombreux amis portant le même nom de famille. Le profil était privé, mais sur la photo principale, elle était enlacée avec une adolescente. C'était probablement Sarah. Le profil de Sarah Coleman était encore plus facile à trouver. Il était public, comme celui de la plupart des adolescents. Des centaines de photos, avec des amis, à l'école, en voyage. J'ai commencé à les parcourir méthodiquement, année après année, remontant le temps. Je me sentais comme un intrus dans la vie de quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'ai trouvé. Une photo publiée il y a 2 ans. Une fête dans le jardin, un gâteau avec des bougies. Autour du cou de Sarah, clairement visible sur la photo, pendait un petit pendentif en argent en forme de croissant de lune. À ce moment-là, tout a changé. C'était la preuve, indéniable. Arthur n'avait pas menti.
Je ne pouvais plus me considérer comme un simple observateur. J'ai imprimé l'article sur l'accident. Il indiquait que le deuxième conducteur du camion avait été blessé, mais qu'il avait survécu. Il s'appelait Robert Skinner. Il avait déclaré que la voiture de Coleman avait soudainement dévié dans la voie opposée. L'expertise a confirmé que le pneu avant-gauche de la voiture d'Arthur avait éclaté. L'affaire a été classée comme accident. Robert Skinner, chauffeur, conducteur, tout concordait. J'ai essayé de trouver des informations à son sujet, mais sans grand succès. Quelques mentions dans les journaux locaux pour des délits mineurs commis il y a plusieurs années, c'est tout. Rien qui puisse indiquer une quelconque menace. Les 3 jours suivants, pendant mon week-end, j'étais sur des charbons ardents. J'ai acheté un petit enregistreur numérique. Si Arthur reprenait contact, je devais l'enregistrer. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que c'était nécessaire. De retour au travail, j'ai mis mon nouveau plan à exécution. 1 heure avant son arrivée, je me suis rendu à mon poste d'observation sur la colline. Mais cette fois, j'avais emporté ma radio et mon enregistreur. Assis dans l'obscurité, je regardais la tombe d'Arthur et j'attendais. La nuit était calme et claire. 3h33. Il est apparu. Comme toujours, il surgit de nulle part et s'assit près de sa tombe. Je lui ai laissé quelques minutes, puis j'ai allumé le magnétophone et porté la radio à ma bouche. « Arthur ?» dis-je doucement. « C'est Alex, je suis là. » Silence. J'ai déjà pensé que ça ne marcherait pas. Peut-être que cette conversation était un hasard. J'ai vérifié, ai-je poursuivi sans espérer de réponse. Le pendentif. Elle l'a. J'ai vu la photo. La radio a grésillé. Les interférences étaient plus fortes que la dernière fois. « Il sait !» a crié la voix d'Arthur à travers les grésillements. « Il sait que vous… » « Arthur, je vous entends mal. Qui est-il ? Robert Skinner ? Le chauffeur du camion ? Ce n'est pas son nom. » Sa voix était pleine de souffrance. « Il change de visage, comme on change de chemise. Il ne s'appelle pas Robert. Comment s'appelle-t-il ? Dites-moi, Arthur, qui est-il ? Il était dans la voiture, avec moi, » murmura la voix. C'était impossible. Arthur était seul dans la voiture. Il a pris mon corps et m'a jeté dehors. Que racontez-vous ? Cela n'apparaît pas dans le rapport. Vous étiez seul. Et il est près d'elle. Il observe. Il attend. La voix s'affaiblissait. Elle ne croit pas. Elle pense que j'ai perdu la raison. Avant de mourir. Que voulez-vous dire ? J'ai essayé de la prévenir. J'ai dit des choses étranges. Qu'on me surveillait. Émilie a appelé un médecin. Elle pensait que j'étais paranoïaque. Ça n'a fait qu'empirer. Arthur souffrait peut-être de troubles mentaux avant sa mort. Et tout cela n'était-il que le reflet de sa maladie ? Mais le pendentif. Oh, Arthur, j'ai besoin de plus d'informations. Je ne peux pas aller voir votre femme et votre fille et leur raconter cela. Elles appelleront la police. J'ai besoin d'un élément que seule votre famille connaît. Quelque chose que je puisse vérifier. » Il y eut un long silence. Je n'entendais que des craquements et ma propre respiration enregistrée par le dictaphone. « Sous le porche », finit-il par dire dans le talkie-walkie. « La vieille maison, le porche arrière. Les briques sont instables. La 3e à droite. Qu'y a-t-il là-bas ? Demandai-je précipitamment. Une boîte pour le matériel de pêche. Ma vieille, j'ai caché ses premiers chaussons. Sarah, elle était née prématurément. Minuscule. Émilie voulait les jeter. Je ne l'ai pas laissé faire. La voix s'interrompit. La radio grésilla puis se tut. J'essayai de le rappeler, mais seul le silence me répondit. Je regardai dans mes dans mes jumelles. L'endroit près de la tombe était désert. J'avais désormais une nouvelle mission, trouver leur ancienne maison. Dans les archives en ligne, j'ai trouvé des documents indiquant qu'Arthur et Emily Coleman
était vers le propriétaire de la maison. Il l'avait vendue environ 1 an auparavant, après le décès d'Arthur. L'adresse se trouvait à l'autre bout de la ville. Le lendemain, je m'y suis rendu. C'était une maison ordinaire, à un étage dans un quartier calme de banlieue. Les nouveaux occupants étaient apparemment chez eux. Une voiture était garée dans la cour et la lumière était allumée dans les fenêtres. Je ne pouvais pas simplement m'approcher et commencer à fouiller leur Porsche. J'ai dû attendre. Je suis revenu plusieurs fois à différents moments. Finalement, j'ai trouvé un moment où la maison était vide. C'était le soir, vers 22 heures. J'ai garé ma voiture au coin de la rue et je me suis approché de la maison à pied, en essayant de rester dans l'ombre. Mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais comme un criminel, mais l'image des petites chaussons dans la boîte à pêche ne me quittait pas. Le porche arrière était bas, en bois, avec une base en briques. Je me suis accroupi et j'ai éclairé l'intérieur avec mon téléphone. J'ai trouvé la 3e brique à droite. Elle était effectivement moins bien scellée que les autres. Je l'ai soulevée avec mes doigts et elle s'est facilement détachée. Derrière la brique, il y avait un vide. J'ai glissé ma main dans l'ouverture sombre qui sentait l'humidité. Mes doigts ont touché quelque chose de froid et métallique. J'ai tiré dessus. C'était une vieille boîte métallique rayée pour le matériel de pêche, exactement comme il l'avait dit. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les loquets. À l'intérieur, parmi quelques hameçons rouillés et une vieille ligne de pêche, se trouvait un petit paquet de tissu jauni. Je l'ai déplié. À l'intérieur, il y avait une paire de minuscules chaussons tricotés, blancs, pas plus grands que mon pouce. Je m'accroupis dans l'obscurité derrière la maison inconnue et regardais ces chaussons. Tous mes doutes s'évanouirent. Tout ce qu'Arthur avait dit était vrai. Et s'il avait dit la vérité à ce sujet, cela signifiait qu'il avait également dit la vérité au sujet du danger qui menaçait sa fille. Je remis tout soigneusement à sa place et remis la brique en place. De retour dans la voiture, je ne pus partir pendant un long moment. Je sortis mon enregistreur et réécoutai l'enregistrement. La voix d'Arthur, déformée par les interférences, semblait encore plus sinistre. Il porte des visages comme des vêtements. Il était dans la voiture, avec moi. Quelle était cette créature? Je savais désormais que je devais agir. J'ai trouvé l'adresse où Emily et Sarah vivaient actuellement. C'était un appartement dans un immeuble. Le lendemain, après mon service, je m'y suis rendu. Je n'avais pas l'intention de frapper à la porte, pas encore. Je voulais simplement jeter un œil, m'assurer qu'elles allaient bien. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Vers midi, Sarah s'était sortie de l'immeuble. Elle portait un jean et un sweatshirt, avec un sac à dos sur les épaules. Elle revenait probablement de l'école. Elle marchait, le nez collé à son téléphone. Elle avait l'air d'une adolescente normale, rien d'inquiétant. Elle est entrée dans l'immeuble et a disparu à l'intérieur. Je suis resté dans la voiture pendant encore 1 heure. Rien ne s'est passé. Je commençais déjà à penser que j'avais fait cela pour rien, que je me faisais des idées. Et là, une voiture s'est approchée de l'entrée. Une berline sombre, sans particularité. Elle ne s'est pas garée mais s'est simplement arrêtée sur le côté de la route. Un homme était au volant. Je ne pouvais pas distinguer son visage à cause de la distance et des reflets du soleil sur la vitre. Il était simplement assis et regardait les fenêtres de l'immeuble. Les fenêtres même où, selon moi, se trouvait l'appartement des Coleman. Il était resté ainsi pendant environ 10 minutes, immobile. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette immobilité. Les gens ne restent pas assis ainsi. Ils regardent leur téléphone, règlent la radio, s'agitent sur leur siège. Lui était assis comme une statue. Il dégageait une impression de menace, froide et déterminée. Puis, il a lentement démarré et est parti. Je ne savais pas si c'était Robert Skinner ou quelqu'un d'autre, mais je me suis souvenu des paroles d'Arthur. Il est près d'elle, il l'observe. Et j'ai compris qu'il ne me restait presque plus de temps.
Je ne pouvais plus être un simple gardien de cimetière. J'étais désormais le seul à pouvoir interposer entre Sarah et celui qui était assis dans cette voiture. Et le lendemain soir, j'allais te recevoir la réponse définitive d'Arthur, ce que je devais faire exactement. La nuit fut difficile. J'attendais près de ma radio sur ma colline, mais Arthur ne se manifestait pas. Il est arrivé à 3h33, comme d'habitude. S'est assis près de la tombe, et cette fois, il avait l'air différent. Même à distance, avec mes jumelles, je voyais que sa silhouette était devenue plus floue, moins stable, comme si les interférences que j'entendais dans la radio étaient mais désormais visibles. Il avait s'y resté assis ainsi pendant environ 15 minutes, sans jamais tourner la tête dans ma direction, puis il a simplement disparu. Il ne s'est pas dissous progressivement, comme auparavant, mais a cligné des yeux et a disparu, comme si quelqu'un avait éteint un projecteur. J'ai compris que le temps était compté. Sa capacité à communiquer et même à être présent s'épuisait. Et j'ai compris que la prochaine fois, je ne devais pas être sur la colline, mais là, à côté de lui. C'était un risque. Il pouvait disparaître dès que je m'approcherais. Mais je devais essayer. Changement suivant. Je me suis préparé. J'ai pris une radio et un enregistreur, mais je ne suis pas allé sur la colline. Au lieu de cela, je suis arrivé dans l'ancienne section une demi-heure avant l'heure prévue. Je me suis caché derrière la même croix massive où j'étais allé la première fois qu'il m'avait remarqué. De là, il n'y avait pas plus de 30 pas jusqu'à sa tombe. Allongé sur le sol froid, j'ai allumé le magnétophone et j'ai attendu. 3h33. L'air devant la tombe a tremblé et il est apparu. Il était encore plus transparent que la nuit dernière. Je n'ai pas attendu. « Arthur », ai-je murmuré dans le talkie-walkie. « C'est Alex, je suis ici, tout près. Je l'ai vu, j'ai vu la voiture. Vous devez me dire quoi faire. » La silhouette sursauta. Lentement, avec un effort visible, il tourna la tête dans ma direction. « Pas le temps !» gronda le talkie-walkie. La voix était à peine audible. « Il me sent... Il te sent... » Qui est-il, Arthur? Que veut-il à Sarah? Oh, la vie, souffla la voix. Il se nourrit, des vies des autres, des instants volés. L'accident n'était pas un accident. Il était là, pas c'est Skinner. Il a poussé Skinner et a pris sa place. 1 seconde avant le choc. Il ne voulait pas la mort. Il voulait un lien. Je ne comprenais pas. Un lien? Quel lien? Il vous touche au moment de l'horreur et laisse une marque, un ancrage, puis il peut venir vous chercher. Quand il le souhaite, il m'a marqué. Mais quelque chose s'est mal passé. Mon esprit n'a pas cédé. Je suis resté ici. Il ne peut pas terminer. C'est pourquoi il a besoin d'elle, de mon sang, de ma fille. Maintenant, je comprends tout. Ce petit chauffeur était une sorte de parasite qui ne se nourrissait pas de la mort, mais du processus lui-même, de l'horreur de la catastrophe, afin de créer un lien avec sa victime. « Comment l'arrêter » demandai-je, la voix tremblante. « Le pendentif, est-ce suffisant ?» Le pendentif la cachera, pour un temps, mais l'encre, il faut détruire l'encre. Quelle encre? Où est-elle? La voiture. Ma voiture. La voix d'Arthur devenait de plus en plus faible, s'évanouissant avec sa silhouette. L'alliance, elle est tombée sous le siège. Il l'a touchée quand il a pris mon corps. C'est sa marque sur ma vie, sur ma famille. Faites-le fondre, Alex. Brûlez-le. La silhouette d'Arthur Coleman s'est définitivement évanouie. La radio a sifflé, puis s'est tue. Je suis resté allongé dans l'obscurité, serrant dans ma main l'enregistreur contenant ces derniers mots. J'avais un plan terrible, insensé, mais le seul possible. Pour commencer, je devais trouver la voiture. J'ai appelé plusieurs services municipaux, me présentant comme un agent d'assurance travaillant sur une ancienne affaire.
Et après quelques heures d'ombre de mensonges et de négociations, j'ai découvert que les restes de la voiture d'Arthur Coleman, une berline bleu foncé, avaient été envoyés dans l'une des plus grandes casses automobiles à l'extérieur de la ville. Le lendemain soir, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. À la place, je me suis rendu à la casse, un immense champ, jonché de voitures rouillées et accidentées, alignées à perte de vue dans l'obscurité. Le terrain était entouré d'une clôture grillagée, mais quelqu'un avait fait un trou à un endroit. Je me suis faufilé à l'intérieur. J'avais avec moi une lampe puissante, un pied de biche et un petit chalumeau portable. Je l'avais acheté dans une quincaillerie pendant la journée. Il pouvait atteindre une température suffisante pour faire fondre de l'or. Je marchais entre les rangées, éclairant les restes des voitures avec ma lampe. Cela ressemblait à un cimetière de géants. Finalement, dans le coin le plus éloigné, je l'ai trouvé. Ce qui restait d'une berline bleu foncé. La voiture était presque coupée en deux par le choc frontal. J'ai éclairé l'intérieur à travers une vitre brisée. L'habitacle était déchiqueté, les sièges arrachés de leur fixation. J'ai enfoncé un pied de biche dans la portière coincée et l'ai ouverte avec beaucoup de difficulté. L'odeur à l'intérieur était horrible. Un mélange d'essence, de vieux tissus et d'autres choses. Quelque chose de sucré et de nauséabond. J'ai commencé à chercher. Le siège conducteur était enfoncé dans le tableau de bord. J'ai éclairé toutes les fissures avec ma lampe torche, en écartant les débris et les éclats de verre. Mes mains étaient ben couvertes de boue et d'huile, et je me suis coupé plusieurs fois sur les bords métalliques de tranchants. Puis, mes doigts ont touché quelque chose. Sous le rail tordu du siège, dans une couche de boue compactée, quelque chose de jaune brillait. Je l'ai accroché avec le bout du cric et l'ai retiré. Une simple alliance en or. Un ancrage. À ce moment précis, lorsque je l'ai serré dans ma paume, j'ai senti un froid. Pas le froid habituel de la nuit, mais un froid qui vous transperce jusqu'aux os. J'ai levé la tête. Au bout de l'allée, entre les rangées cesserées de voitures, des phares s'allumèrent. C'était la même berline sombre que j'avais vue devant la maison de Sarah. C'était là, à une centaine de mètres de moi, le moteur en marche. La porte s'ouvrit et une silhouette sortit de la voiture. Grande, vêtue de noir. Elle ne bougeait pas, elle restait simplement debout et regardait dans ma direction. Je ne voyais pas son visage, mais je sentais son regard. Il ne criait pas, ne courait pas vers moi. Il attendait simplement. Il savait que j'étais là. Il savait ce que j'avais dans la main. La panique m'a envahi. J'avais envie de tout laisser tomber et de m'enfuir. Mais je me suis souvenu du regard vide d'Arthur et de la voix calme dans la radio. J'ai sorti le chalumeau de mon sac à dos. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à faire une étincelle. Finalement, une flamme bleue et sifflante a jailli. J'ai posé l'anneau sur le capot de la voiture, accidentée. J'ai dirigé le chalumeau vers lui et j'ai appuyé sur la valve. L'or a commencé à chauffer, puis à rougir. La silhouette au loin fit un pas en avant, puis un autre. Elle commença à marcher lentement dans ma direction. Elle ne courait pas, mais avançait d'un pas mesuré et implacable. Je regardais tantôt la silhouette, tantôt l'anneau. L'or commença à fondre, à perdre sa forme, à se transformer en une goutte informe. La silhouette accéléra le pas. Il était déjà à 50 mètres. Je ne lâchais pas la valve du brûleur, mettant toute ma volonté dans ce petit morceau de métal. Lorsque la bague perdit définitivement sa forme et se transforma en un petit lingot sifflant, la silhouette de l'homme au loin tressaillit. Elle se mit à onduler, comme sur un vieux téléviseur. Il s'est arrêté. Ses contours ont commencé à se déformer, à s'étirer, puis il a tout simplement disparu, dissous dans l'obscurité. Les phares de la berline se sont éteints, et une seconde plus tard, la voiture elle-même avait disparu. Tout était calme. Il ne restait plus que moi, le bruit du brûleur et l'odeur de l'ozone.
Je ne me souviens pas comment je suis sorti de la décharge et comment je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai écrit une lettre. Je n'ai pas mentionné les fantômes ni la malédiction. J'ai écrit à Emily Coleman que j'étais un vieil ami d'Arthur, avec lequel ils avaient perdu contact. J'ai écrit qu'avant l'accident, Arthur n'était pas lui-même, qu'il disait que quelqu'un surveillait sa famille, et lui, qu'il m'avait fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je veillerais à ce que Sarah porte toujours le pendentif en argent qu'il lui avait offert. J'ai écrit que j'avais trouvé cette bague sur le lieu de l'accident il y a de nombreuses années et que j'avais décidé qu'elle devait leur revenir. J'ai mis la lettre et un petit lingot d'or refroidi dans une enveloppe. Dans la nuit, je me suis rendu chez eux. J'ai déposé l'enveloppe dans leur boîte aux lettres et je suis reparti. Plusieurs mois se sont écoulés depuis. Je continue de travailler au cimetière d'Oak Hill. Cependant, Arthur Coleman n'est jamais réapparu. Chaque nuit, à 3h33, sa tombe reste vide. Je n'ai plus entendu sa voix à la radio. Il y a quelques semaines, dans l'après-midi, je passais devant l'école de Sarah. Je l'ai vue sortir avec ses amis. Elle en riait. Autour de son cou, brillant au soleil, pendait un pendentif en argent en forme de croissant de lune. Parfois, pour passer le temps, je consulte les actualités d'autres États. Je recherche des informations sur des accidents étranges avec des survivants, où les témoignages se contredisent. Le rapport officiel sur l'accident impliquant Arthur Coleman et Robert Skinner a récemment été supprimé de la base de données publique de la police. La raison officielle, panne technique dans les archives d'AMP du serveur.